on est sur une ancienne mine, mais qui également certainement devait être une ancienne résurgence, une source. Hein. Et cette ancienne mine, sur la partie droite, on va dire, de cette caverne, on a par contre une galerie qui, elle, remonte, on va dire, vers l'intérieur de la montagne, qui est bouchée à un certain moment, qui, elle, est une des entrées ou des sorties du réseau que recherchent un certain nombre de chercheurs, y compris d'ailleurs Pierre Plantard et Philippe de Chorizet dans leur pérégrination avec le prieuré de Sion. Voilà. Toute grotte, si tu veux, mérite quand même un minimum d'observation avant, tu vois. Pour deux raisons. D'abord, il faut regarder l'état. Ensuite, il vaut mieux voir s'il n'y a pas de bébêtes, de bestioles, parce qu'elles aiment bien se réfugier. Alors. Tiens, d'ailleurs, tu vois, c'est en cours de... J'avais pas vu ça, tu vois. Parce que tu vois, il faut toujours explorer. Tu vois, là, tu as un... C'est une pioche, non? C'est une hache. Ah, c'est une hache, carrément, ouais. Hop. Ouais. Bon, par contre, ce qu'on va faire, c'est comment dire, récupérer la hache, pas la voler, hein, mais récupérer la hache si tu veux, et elle va nous accompagner gentiment, la hache, parce que c'est quand même une arme. Le problème, c'est que tu es dans la zone de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, le Bugarach, et que tout trou, si tu veux, qui descend profondément, tu as intérêt à rester sur tes gardes. Tu peux arriver à des profondeurs assez intéressantes, 50, 100, 200, 300 mètres. Et si ce trou, si tu veux, n'a jamais été exploré ou jamais été redécouvert, tu ne sais absolument pas ce que tu vas trouver au fond. Les chercheurs continuent à chercher le trésor matériel. L'or, l'argent, les bijoux. D'autres chercheurs se penchent plus particulièrement sur la question de l'existence de nécropoles, dans laquelle seraient enterrées des personnes importantes. Et d'autres chercheurs encore recherchent un secret lié aux religions, aux origines de l'humanité peut-être. Donc ici, tout ce qui est l'ordre du Temple et son trésor, les croisades, Rennes-le-Château, les années 80. Ici, tu as les années 60, 70, 2000, 2004, 2005, toujours sur Rennes-le-Château. Ça fait 800 ouvrages sur Rennes-le-Château, plus 100 à 200 de plus si tu comptes les ouvrages qui ne font que mentionner Rennes-le-Château. Ça fait à peu près plus de 900 volumes. C'est un village bien connu des passionnés de mystère, Rennes-le-Château. Ici, un curé aurait trouvé un trésor. Cette énigme a connu son pic de célébrité en 2005 grâce au livre Le Da Vinci Code. Des dizaines de milliers de visiteurs seraient venus cette année-là de tous les pays. Aujourd'hui, les touristes sont toujours nombreux et le village fait partie intégrante d'un circuit touristique régional. Dans ce pays marqué par l'histoire, ses paysages magnifiques, ses ruines de châteaux, ces légendes passionnent de nombreux chercheurs de trésors encore actifs aujourd'hui. Tous considèrent que l'énigme va au-delà du petit village et concerne la région anciennement nommée le Razès. Les indices sont nombreux. Peintures à double sens, tombes étranges, grottes et souterrains oubliés. Les chercheurs de trésors et chercheurs de vérité enquêtent, compulsent les archives, arpentent les sentiers, creusent parfois. Ici on les appelle les chercheurs, tout simplement. L'histoire du curé a été racontée de nombreuses fois, mais la médiatisation de l'affaire est aussi passionnante que la légende. Ainsi, sur l'énigme du curé, des couches mythologiques se sont ajoutées au fur et à mesure, rajoutant une épaisse aura mystérieuse qui inspirera plusieurs centaines de livres. Au fil des années, j'ai eu l'occasion de rencontrer de très nombreux passionnés et chercheurs, qu'ils soient auteurs de livres, anciens journalistes, héritiers du domaine de l'abbé, chercheurs de trésors, tous m'ont donné une partie de l'immense puzzle
que constitue l'affaire de Rennes-le-Château. Il ne me restait plus qu'à tenter de reconstituer le tableau d'ensemble, un panorama vertigineux qui nous emmène loin, très loin, entre le rêve et la réalité. Mais comme tout puzzle, il faut commencer par une première pièce. Pour André Gallo, ancien journaliste, ce serait un article de journal de 1953. Voilà, Rennes-le-Château, le départ de l'affaire, c'est ça. Et celui qui a écrit les articles, le voilà. Albert Salamon. C'est le journaliste de la Dépêche du Midi qui a fait ce premier reportage. Si je ne me trompe pas, que je ne dise pas de bêtises, c'est le 13 janvier, le 14 janvier et 15 janvier. Dans ses publications, on parle de découverte de parchemins, d'un prêtre atypique qui menait la grande vie et de ses mystérieux voyages, mais surtout, on évoque un trésor caché, un trésor faramineux. Ces articles datés de 1956 sont signés Albert Salamon, mais c'est un certain Noël Corbu, le propriétaire actuel du domaine de l'Abbé Saunière, qui est à l'origine du récit. Comment s'est-il retrouvé détenteur de tous les biens de l'abbé? Pour comprendre cela, il faut remonter 15 ans en arrière. C'est dans le village de Bugarache, en 1942, que s'installe la famille de Noël Corbu. L'instituteur lui conseille une visite au village voisin. Il pourrait rencontrer une dame atypique, qui vit seule en toute simplicité, dans un immense domaine dont l'histoire est étonnante. Lors d'un pique-nique, Noël Corbu et sa famille rencontrent Marie Desnarnaud, l'étrange dame du domaine, et découvrent la légende de l'abbé Saunière dont elle était la servante. Le récit passionne Corbu, et c'est une amitié qui commence. Claire Captier est la fille de Noël Corbu. Elle se souvient de cette période. Elle-même a rencontré Marie Desnarnaud. Alors, Marie donc était très méfiante parce que pas mal de personnes avaient emporté beaucoup d'objets, beaucoup de lettres, beaucoup de livres, des tableaux aussi peut-être. Et donc, elle ouvrait difficilement la porte à des visiteurs. Et donc c'est M. Guillem qui a introduit mon père. On est monté un jour faire un pique-nique et Marie nous a permis de rentrer dans le parc, de pique-niquer dans le parc. Ensuite on est monté régulièrement et donc une amitié sincère s'est établie entre Marie et ma famille. C'est-à-dire mon père était très charmeur. Il avait l'âge d'un fils qu'elle aurait pu avoir, Marie, puisqu'elle avait l'âge de mes grands-mères. Et donc, elle s'est pris de sympathie pour lui, et pour maman aussi, et pour ma tante. Enfin, on était nombreux. On peut dire que Marie avait retrouvé une seconde famille, une vraie famille, mais la solitude, sans doute, lui pesait, surtout après la vie mondaine, si on peut dire, qu'elle avait menée avec l'abbé. L'abbé Saunière et Marie étaient liés par une grande complicité, au point que toutes les constructions seront légalement au nom de Marie Desnarnaud, à la surprise de l'évêché. En plus de donner de grandes réceptions, Béranger Saunière possédait des plantes exotiques, un petit zoo, et faisait livrer des robes de Paris pour mademoiselle. Comme si l'argent coulait à flot. Mais dans les années 40, que reste-t-il de tout ce luxe? Comment Marie vivait-elle sans son abbé? Alors la vie de Marie était simple et difficile comme tous les gens de Rennes, puisque les sols sont pas très fertiles. Elle avait le potager, donc elle cultivait quelques légumes, elle avait des poules et des lapins. Et puis elle faisait des échanges, du troc, entre des affaires qu'elle avait dans la villa. Par exemple, elle avait échangé un jambon contre une salle à manger, contre sa salle à manger. Elle vendait des bijoux. Elle troquait des bijoux, elle descendait à Rennes-les-Bains, où il y avait pas mal de curistes et d'hôtels. Et là, elle vendait ce qu'elle pouvait. Et donc, et l'argent, elle avait de tout, elle dit dans une lettre, sauf de l'argent. Et donc, il lui fallait quand même de l'argent pour payer ses impôts, ses taxes, puisque c'était la personne la plus imposée de Rennes. A priori, pas de fortune entre les mains de Marie. Et pourtant, cette dernière tient quelquefois des propos très énigmatiques. Quand nous nous sommes installés, mon père achetait des terrains, mais c'était pas très rentable. Donc il a eu l'idée de fonder
une usine de chapeaux au Maroc. Donc il est parti. Au Maroc, pendant quelque temps, il faisait des allées et venues, mais ses affaires n'ont pas marché comme il voulait, et donc les finances se sont amenuisées. Et quand elle le voyait soucieux, Mademoiselle Marie lui disait « Et mon bon Noël, ne vous faites pas de soucis, un jour vous aurez plus d'argent que vous ne pourrez en dépenser. » Donc on a toujours supposé qu'un jour elle lui dirait quelque chose. Un jour, Marie se confie à Corbu. Elle lui dit cette phrase. « Les gens d'ici marchent sur de l'or, mais ils ne le savent pas. » Elle connaît le secret de l'abbé, un secret qui ferait de Noël Corbu un homme puissant. Elle lui fait alors une promesse, lui dire ce secret la veille de sa mort. Alors, Rennes-le-Château, évidemment, avant tout, c'est un village. C'est un village où s'est passé un événement qui a marqué les esprits. C'est la vie de ce prêtre, Béranger Saunière, qui a dépensé des sommes d'argent trop conséquentes pour un modeste prêtre de campagne. Et autour de cette vie, hors du commun, progressivement s'est construit un discours. Et ce discours est devenu ce qu'on a appelé l'affaire de Rennes-le-Château. C'est une constellation de mystères, une constellation d'interrogations. Toutes ont le regard tourné sur Béranger Saunière et cherchent à expliquer l'origine de sa fortune, sauf que les explications sont multiples et parfois très distantes les unes des autres. 1885. Monseigneur Félix Billard, évêque de Carcassonne, nomme Béranger Saunière prêtre de 33 ans à Rennes-le-Château. L'église est en très mauvais état, ainsi que le presbytère. Mais à partir de 1886, il s'attelle à sa restauration, achète des terrains alentours, y érige d'improbables constructions civiles où il va bientôt recevoir avec faste des invités de marque. Les sommes dépensées sont faramineuses. D'où vient tout cet argent? Quel est donc son secret? Pour les villageois, il est certain qu'il a trouvé un trésor. Alors cette rumeur, elle ne va pas s'arrêter avec la mort du prêtre en 1917. En 1936, on la trouve avérée de façon littéraire pour la première fois dans un ouvrage qui s'appelle L'itinéraire en terre d'Aude de Jean Giroux. C'est un médecin de Carcassonne. Il fait un voyage à travers la haute vallée de l'Aude. Quand Jean Giroux arrive à Rennes-le-Château, eh bien, il est frappé par l'aspect pauvre et presque ruineux du village. Et puis, nous dit-il dans son texte, brusquement, quand on arrive au sommet du village, on trouve des bâtiments récents. C'est une villa style Renaissance, c'est une tour néo-gothique, donc Magdala. Et Giroux note, c'est l'ancien curé du village qui a construit ces demeures luxueuses à partir d'un trésor qu'il aurait trouvé, disent les paysans. Donc on est ici une vingtaine d'années après la mort de Béranger Saunière. La rumeur qu'il aurait trouvé un trésor lui a survécu et elle est propagée par les habitants du village. C'est une rumeur qui naît évidemment des constructions du prêtre, de son train de vie aussi, puisqu'il reçoit avec faste des gens qui appartiennent à la classe sociale aisée, que ce soit l'aristocratie ou la haute bourgeoisie. Et puis il y a aussi le comportement. Un comportement suspect quand, par exemple, l'abbé supervise la rénovation de l'église. Plusieurs témoins parlent de la découverte d'une marmite remplie de pièces d'or dans le sol de l'église, de la mise à jour d'un escalier secret s'enfonçant sous l'édifice. Systématiquement, l'abbé écarte les curieux avant qu'ils n'en voient trop. Il change d'équipe de maçon, soutient que les pièces ne sont que de vulgaires médailles de Lourdes, et achète le silence des enfants par de copieux goûters. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de là, une sorte de fièvre semble le saisir. Quelques années plus tard, des habitants du village enregistrent une plainte accusant le prêtre de faire des fouilles dans le cimetière communal. Il est donc évident que la rumeur du trésor ne repose pas seulement sur un fantasme. On le voit creuser dans le cimetière. Des plaintes sont adressées à la sous-préfecture de Limoux pour dénoncer ces fouilles. Le mot est employé dans les plaintes adressées au sous-préfet de Limoux. Donc, ces deux faits, les constructions, le train de vie et puis ces fouilles nocturnes dans le cimetière vont alimenter l'idée qu'il a trouvé et qu'il cherche encore quelque chose sans doute autour de l'église. Un passage du journal du prêtre signale sans autre commentaire la découverte d'un tombeau en 1891. Tout laisse penser qu'il découvrit ce jour-là un accès à la crypte se trouvant sous l'église, crypte dont l'accès était fermé et qui contiendrait de forts anciens tombeaux. Saunière a-t-il accédé à ces tombeaux?
les a-t-il pillés? De cet ensemble souterrain, le prêtre aurait peut-être extrait les bijoux et ornements anciens dont parlent plusieurs témoins fiables. Quel est donc le secret de l'abbé? Seule Marie semble le savoir, elle qui était si proche de lui. Sa Marie, qui était l'unique héritière de tous les biens de l'abbé. Le 18 janvier 1953, Marie tomba gravement malade. Noël Corbu a témoigné. J'étais à son chevet, elle m'a pris la main, a planté son regard dans le mien, et dans un dernier sursaut d'énergie, a tenté de tenir sa promesse et de me parler. Ses lèvres blanchies remuaient avec précipitation. Elle parla longtemps, aucun son intelligible ne parvint à sortir de sa gorge paralysée. Marie sombra dans l'inconscience et mourut sans rien avoir pu communiquer à Corbu. Il hérite alors du domaine, des biens et des archives de l'abbé. Ce même héritage qui, des années plus tard, reviendra à Claire, la fille de Noël Corbu. On l'a cassé. C'était les décors habituels, ça avait des petits oiseaux, les corps de l'époque. Là, le chien, on l'a fait tomber, il s'est cassé. Pas le même. Ils sont beaux, ils sont peints à la main. Hein. C'est des pièces uniques qu'ils faisaient faire. Hein. Ah oui. Ah bon? Ah oui. Il les faisait faire où? À Limoges. Toute cette vaisselle vient de la Bessonnière. C'est lui qui l'avait acheté. On avait les factures qui le démontraient. Et il en avait bien d'autres, mais il y avait l'argenterie, on n'en a pas retrouvé puisque Marie l'avait vendu. Il y avait de très beaux linges. Comment vous vous êtes retrouvé avec la vaisselle de la Bessonnière? Et on a tout hérité, nous, dans la villa. La villa était pleine, complète. Hein. La BD, on l'a faite à 3. Celle-là, la première. Parce que mon frère et mon neveu dessinaient aussi. Et moi, je fais l'histoire, j'ai fait les personnages, j'ai fait les planches au crayon. Et eux, ils ont fait les décors. Alors là, ça, c'est les pages que j'ai rajoutées. Ça, j'ai fait tout seul, alors. Sur Rennes, pour expliquer comment ils trouvent le trésor dans le souterrain. Donc, ça fait un petit peu Monte Cristo, quoi. Cherche comment il s'en sort avec les éboulements, il a failli périr. Ça, c'est Marie qui l'a dit, qu'il a failli mourir hein, là-dessous. Et voilà. Vous y croyez, vous, à l'histoire du souterrain? Ah oui. J'y crois, oui. Ce qui pousse Antoine à y croire, c'est une acquisition de la Bessonnière dont l'origine reste mystérieuse. Un objet que le couple a gardé et qui les intrigue beaucoup. Alors ça, c'est le petit Jésus de Prague, donc, et on a la commande, donc c'est Bessonnière qui l'a commandé. En revanche, le socle là, on n'a pas de commande, et d'après les experts, enfin des antiquaires, ça date du XVIIe siècle. Donc ça va dans le sens de ce qu'on écrit dans notre dernier livre, qu'effectivement, Sonnière qui dit qu'il vend des meubles et des choses, il a puisé dans un trésor religieux, et notamment, donc pour nous, ça vient d'Alet, donc de l'évêché d'Alet. Romancier interpellé par le mystère, Corbu ne peut rester insensible à l'énigme qui plane sur le village et le domaine qu'il habite à présent. Alors il cherche, dans son domaine, où il entreprend différentes fouilles, en vain. Ce qui pousse Noël Corbu à y croire, ce sont les nombreuses légendes trésoraires qui existent depuis bien longtemps tout autour du petit village. La plus fascinante est celle du trésor des Visigoths, dont Rennes-le-Château fut l'une des anciennes places fortes. Sous le règne d'Alaric, au retour du pillage de Rome, les Visigoths auraient caché leurs fantastiques magots dans le Razès. À Rome, les Visigoths avaient mis la main sur les biens pillés par les Romains au fil de leur conquête. Parmi ces biens, on pouvait trouver les trésors du temple de Jérusalem, comme le chandelier à 7 branches, la menorah et l'arche d'alliance. Aujourd'hui, ces trésors sacrés restent introuvables de par le monde. Les Visigoths les auraient-ils cachés dans un lieu sûr au cœur de la Septimanie? Face à la menace des Francs, ils auraient pu utiliser les nombreuses avennes et cavités dont bénéficie la région. De plus, Rédé, l'ancien nom du petit village, est probablement d'origine visigothique. Est-ce pour cela que plusieurs traditions folkloriques localisent le fabuleux butin des Visigoths à quelques kilomètres seulement de Rennes-le-Château, plus précisément sous les ruines du château de Blanchefort? Il faut se dire, est-ce qu'avant Sonnière, il y avait une affaire de trésors dans la région? La réponse, elle est oui. Il y a donc cette légende, cette histoire des rois Visigoths à Blanchefort,
Et cette histoire-là, cette légende-là, elle est confortée par une histoire qui passe devant les tribunaux. Pendant la Révolution, ou juste après, j'ai plus la date exacte en tête, il y a une bergère qui monte garder ses moutons du côté de Blanchefort, cette montagne qui est juste derrière nous, là. Et elle voit le diable qui était en train de compter ses 19 millions en pièces d'or. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont chercher un sorcier à Limoux, moyennant finance bien sûr, pour qu'il se batte contre le diable pour récupérer ce fameux trésor. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a vu, hein, je ne pense pas que c'était le diable, ça devait être quelqu'un qui était en train de compter quelque chose ou qui extrayait quelque chose d'une mine, mais le seigneur des lieux, le vieux marquis de Fleury, a porté plainte. Et donc c'est passé en justice, il y avait une trace en justice au tribunal de Limoux de cette affaire. Corbus s'inspirera entre autres de cette tradition locale pour dresser l'inventaire de l'extraordinaire découverte qu'il prête à l'abbé Saunière. Ainsi, faute de mettre à jour le trésor, Corbus transforme le domaine en hôtel-restaurant. Et pour attirer les clients, décide de médiatiser la rumeur trésoraire par l'intermédiaire d'articles diffusés dans la Dépêche, le journal régional. Il exagère toute l'histoire considérablement, comme en atteste la bande magnétique qu'il enregistre et diffuse à ses clients. Toujours d'après les archives qui donnent une liste du trésor, celui-ci se composait de 18,5 millions de pièces d'or en nombre, soit en poids environ 180 tonnes, plus de nombreux joyaux et objets religieux. 180 tonnes d'or, soit 6 milliards d'euros à ce jour. Cela fait rêver. C'est à cette période que les premiers chercheurs de trésors arrivent. Si par bonheur il était donné à quelqu'un de pénétrer dans les souterrains ou dans l'ancien temple celte, la prudence la plus grande est recommandée. Oubliettes, assommoirs ou autres pièges peuvent se déclencher au passage d'une personne avançant sans précaution. Les mécaniques de pierre de l'époque médiévale sont faites pour défier le temps. Rapport Cholet, 1967. La première fois que je me suis intéressé à la Fère de Rennes-Château, c'était à la suite d'un article qui était paru dans la Dépêche Midi, je crois. Et là, ça m'avait intéressé. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu un petit côté aventurier et c'était une manière pour moi de me faire plaisir. Les premiers chercheurs sont arrivés dans les années 50-60 sur place. Très clairement, c'est des chercheurs de trésors. C'est des gens qui, par exemple, sont affiliés au club des chercheurs de trésors de Robert Charroux. Ils viennent avec des pelles, des pioches, détecteurs de métaux, et ce qu'ils veulent, c'est trouver de l'or. Les aventuriers profitent de leurs vacances d'été pour fouiller tout et partout sous forme de groupe. Poussiéreux et exténués, ils se retrouvent parfois autour d'un bon repas le soir. L'ambiance, elle était fantastique. C'était le côté boy scout de l'époque. C'était les chercheurs, les aventuriers. C'était assez convivial. On était une bande de farfelus. On ne cherchait peut-être pas avec la même rigueur que maintenant les gens cherchent. C'est une aventure. Une aventure, ça se vit. En 1958, avec l'appui de l'évêché, Jacques Cholet, ingénieur à la RATP, sollicita et obtint l'autorisation municipale et préfectorale d'effectuer des fouilles dans l'église. Il suspecte l'église d'être construite sur un ancien temple celte, peut-être relié à des souterrains. Les fouilles démarrent en juillet 1959, sous la surveillance du curé de Couiza, un village voisin. Rien n'est laissé de côté. Inspection entière du clocher et des attenants. Déplacement de l'autel, les plaintes et le carrelage sont enlevés, ce qui permet la découverte de plusieurs cages vides. Jacques Cholet arrêta ses fouilles lorsqu'il est victime d'un attentat où il manque d'être tué par un madrier traîtreusement disposé à l'entrée de l'église. La gendarmerie constate que le madrier a été accroché à des fils de nylon afin de tomber dès l'ouverture de la porte de l'intérieur, dans le but évident de blesser, voire tuer.
Choqué, Jacques Chollet remet tout en état et abandonne toute recherche sur Rennes-le-Château pendant presque 10 ans. Il laisse un rapport de ses travaux qui circulera sous les manteaux, connu sous le nom de rapport Chollet. En juillet 1962, Robert Charroux, président du Club international des chercheurs de trésors, réalise une émission de radio au cours de laquelle Noël Corbu intervient. Monsieur Corbu, nous sommes sur la tombe de l'abbé Béranger Saunière. Et cette tombe, vous m'avez dit jadis qu'elle était en forme de caveau, de double caveau. De double caveau, c'est exact. Immense d'ailleurs, puisqu'il y a au moins 30 corps qui peuvent se mettre d'un côté ou de l'autre. J'ai remarqué que de l'autre côté de cette tombe, c'est-à-dire à 1 mètre de nous, de l'autre côté de ce mur qui est mitoyen avec votre propriété, vous avez creusé un trou qui est actuellement à près de 2 mètres de profondeur. Il y a donc une possibilité de recherche. Vous avez bien cherché quelque chose et c'est en face de la tombe. Voir simplement s'il y avait dans le mur quelque chose qui était anormal, mais c'est tout. Robert Charroux, auteur bien connu pour ses relectures historiques orientées vers le fantastique dans les années 60, développe ses idées dans son livre « Trésors du monde, enterrés, emmurés, engloutis ». Il publie également plusieurs articles dans des revues largement diffusées comme Plaisir dans France ou Noir et Blanc. Ainsi, il contribue à faire rayonner le village de Rennes-le-Château et participe à l'effet boule de neige qui continue d'attirer les curieux et les aventuriers. Parmi eux, Roland Domergue, qui utilise les dons d'une médium afin de trouver des indices. Alors, Monsieur Domergue est arrivé en 1963-64, mais nous les enfants, nous étions là. Pour la première fois, nous l'avons vu endormir sa partenaire. Tout d'un coup, elle a levé les bras et s'est mise en position comme ça. Et puis, elle s'est mise à marcher. Elle est passée par la ruelle et elle est arrivée devant notre jardin. Et là, il y avait mon père qui justement était dehors. Et mon père dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette pantomime ?» Et donc, Roland Domergue dit « Mais nous recherchons le tunnel qui rejoint l'église Saint-Pierre avec l'église Sainte-Marie-Madeleine. » Mon père l'a autorisé à rentrer. La médium, toujours les bras levés, a parcouru tout le jardin sur 20 mètres de long. Et puis tout d'un coup, comme statufiée, elle dit « Là, je ne peux pas aller plus loin. Il y a quelque chose qui m'empêche d'aller de l'avant. » Et donc, il a commencé à faire un trou. Et puis, en effet, il a trouvé des planches pourries qu'il a enlevées. Et puis, comme il y avait un vide dessous, il a passé la main et il a retiré. C'était une betterave. Où fouiller? La vraie question, elle est là. Où fouiller? Alors, ils ont dit, bon, si c'est un curé, fouillons dans l'église. Ce qui paraît logique, puisqu'il y avait eu des travaux de fait par le curé dans l'église. Et donc, avec l'équipe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord acheté des maisons. Ils n'ont pas été dans l'église, hein, ni sur du terrain privé. Ils ont acheté des maisons. À partir de ces maisons-là, ils ont fait un puits ou des puits. Et ils sont partis vers l'église. Objectif, atteindre la crypte des seigneurs, celle qui aurait pu être trouvée par l'abbé Saunière. D'abord, il fallait s'approvisionner, bien sûr, parce qu'il ne faut pas s'en cacher, en explosif, hein, parce que traverser le sous-sol de Rennes-le-Château, il n'y a pas beaucoup de terre, il y a plutôt du rocher. C'est des strates, en fin de compte, karstiques, et il y a quelques failles, mais bon, fallait passer à travers. Et donc, ils dynamitaient, il ne faut pas s'en cacher, quoi. Ils avaient acheté la maison du coin et il y avait un puits. Et un jour, pour faire péter une pierre dans le puits creusé, ils ont mis la dynamite et les pierres sont montées au ciel, elles sont retombées sur les toits, elles ont cassé tous les toits de Rennes-le-Château. Malgré les recherches, nulle trace de trésor et le village de Rennes-le-Château commence à souffrir des fouilles sauvages. En 1965, Henri Bution a succédé à Noël Corbu en tant que propriétaire du domaine qui conserve ses fonctions d'hôtel-restaurant. Il avait une façon d'accueillir le monde, c'était vraiment le seigneur qui accueillait quelqu'un à Rennes-le-Château. Ça, c'était un seigneur. Il avait un chic sur lui, toujours habillé, avec son costume blanc. Moi, je l'ai vu changer une batterie de sa voiture avec un costume blanc. Il faut le faire, vous savez. Mais c'était quelqu'un de merveilleux. Il invitait à manger des gens, les gens ne le payaient pas. Henri Bution, donc, était avant tout peut-être un chercheur. Lui aussi s'est pris au jeu de trouver le trésor de l'abbé Saunière. Il a cherché dans le jardin, il a creusé. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas cherché. Il a cherché dans la villa, il a cherché dans le presbytère, il a cherché partout. Il a certainement cherché dans l'église aussi.
Et donc voilà une anecdote que me rapportait un ami. Henri Bution lui avait montré un tapis assez grand dans l'entrée de l'hôtel. Il avait dit à cet ami, bon ce tapis, il faut pas trop passer dessus, il faut l'éviter. Alors bon, interrogation de mon ami, pourquoi? Et puis la confiance venant, Henri Bution a fini par soulever le tapis et a montré ce qui se cachait en dessous. Et en dessous, c'était quoi? C'était un tunnel qui avait été entamé par un autre chercheur, Domergue, donc un des grands chercheurs de la grande période de la quête du trésor de la Bessonnière. Et dès qu'il y avait un orage, par exemple, eh bien, Bution profitait du tumulte des éléments pour utiliser un petit peu de dynamite et poursuivre ce tunnel qui avait pour but d'arriver sous l'église de Rennes-le-Château. Cette obsession est toujours visible aujourd'hui, quand le célèbre site est encore victime de fouilles illégales, comme ici en 2017, à quelques mètres de l'entrée de l'église. Non loin de là, au cœur du village, 3 librairies attestent de l'incroyable littérature qui nourrit les mystères du Razès. L'une d'elles, anciennement appelée l'Atelier Empreinte, a été ouverte par Alain Ferral et sa compagne dans les années 80. Ce personnage atypique, artiste aux nombreux talents, s'était installé dans le village. Passionné par l'affaire, il mesure toutes les constructions de l'abbé et va créer une maquette étonnante, entièrement articulée, visible aujourd'hui dans le musée. L'aboutissement de ses recherches sera son livre « La clé du royaume des morts », où toutes les illustrations sont signées de sa main. Mais parmi tous les livres consacrés à Rennes-le-Château, il en est un qui revient souvent dans les discussions avec les chercheurs. La première œuvre entièrement consacrée à l'affaire Saunière. L'or de Rennes, publié en 1967. Quand j'étais petit, mes parents allaient à Rennes-le-Château. Et un jour à Rennes-le-Château, dans la verrière de la Bessonnière, j'ai vu un diorama. C'était un château en carton-pâte avec des soldats du Moyen-Âge. Et ça m'a parlé parce que moi je suis languedocien, je suis audois, c'est le pays Qatar, c'est le pays des trésors. Et j'ai commencé à me dire que peut-être que dans mon pays, il y avait quelque chose de très important. Et à ce moment-là, c'est vrai que je suis tombé, moi, sur L'or de Rennes de Gérard de Sède. Et quand on lit le livre, on est transporté, véritablement, c'est une histoire magique. L'or de Rennes de Gérard de Sède est l'œuvre fondatrice du mythe de Rennes-le-Château. Elle paraît en 1967. On peut dire vulgairement que Gérard de Sède a une plume. Et c'est déjà ce qui plaît, c'est son style. En plus, il nous raconte une histoire un peu à la Tintin. Comme nous avons tous rêvé de chercher et surtout de trouver un trésor. Il y a des meurtres non élucidés, il y a des parchemins difficilement décodables, il y a aussi la beauté de la région. Et tout cela donne le résultat que l'on connaît aujourd'hui, l'énigme de Rennes-le-Château. Cette fameuse énigme qui fait revenir inlassablement chaque année les chercheurs dans la région autour de rencontres, de repas, de conférences et de recherches actives sur le terrain. Une passion partagée sur les forums de la toile, où les chercheurs échangent et argumentent leur vision de l'affaire, relayée par de nombreux sites internet. Est-ce que tout aurait commencé par le livre de Gérard de Sède? Il est vrai que l'arrivée de l'or de Rennes a bel et bien eu un impact significatif. La transformation de la rumeur en véritable mythe. Pourquoi? Parce qu'on va s'éloigner, à partir de ce livre, de l'histoire réelle de Béranger Saunière. L'or de Rennes de Gérard de Sède va nous raconter une nouvelle version des faits, complètement inventée et mythologique. Béranger Saunière aurait découvert des parchemins à l'occasion des travaux de restauration de l'église. Il aurait noté que ces parchemins, qui sont des extraits des évangiles, présentaient des anomalies dans la disposition, par exemple, de certaines lettres. Et il aurait montré ces parchemins à son évêque, qui lui aurait conseillé de se rendre à Paris, dans le voisinage de l'église Saint-Sulpice, pour montrer ces textes à une petite communauté d'ecclésiastiques catholiques versés dans la cryptographie. Et au sein des cénacles ésotériques qu'il aurait fréquentés par leur entremise, il aurait fait la rencontre foudroyante d'Emma Calvé. Emma Calvé, c'est la grande cantatrice de l'époque. Elle fait des tournées aux États-Unis, c'est une proche de la reine Victoria. Et il y aurait eu une histoire d'amour absolument passionnelle qui serait née entre Béranger Saunière et Emma Calvé. Béranger Saunière, lors de son séjour à Paris, aurait acheté, suite au décodage des parchemins,
la copie d'une toile conservée au musée du Louvre, Les Bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin. Et c'est avec cette copie de ce tableau de maître qu'il serait revenu à Rennes-le-Château et qu'il aurait entrepris certaines recherches autour du village de Rennes-le-Château. Tous ces éléments qui ont été rapportés par Gérard de Sète dans son livre ont été pris pour des faits avérés par les lecteurs de Gérard de Sète. Et cette nouvelle histoire de Béranger Saunière s'est répandue dans les esprits et elle est encore aujourd'hui très ancrée chez beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à l'histoire de Rennes-le-Château. Mais ce récit extraordinaire a mené à des contre-enquêtes, et les surprises sont nombreuses. Parmi elles, nulle trace de la montée de Béranger Saunière à Paris. Aujourd'hui, quand on a une démarche d'historien, lorsqu'on approche l'affaire Saunière, on ne peut que rejeter comme étant inventée cette version des faits présentée par Gérard de Sète. Nous, à l'époque, les premiers chercheurs, nous on ne savait rien du tout. On savait que le curé du lieu avait trouvé un trésor. Et c'est tout ce qu'on savait. Et on savait, par Noël Corbu, il avait dit que Marie de Narnaud avait dit qu'avec tout ce que l'abbé a laissé, on pourrait nourrir le village pendant 100 ans, il en resterait encore. Et il avait dit aussi, vous marchez sur de l'or et vous ne le savez pas. Alors nous on s'allumait, nous on disait, il en a laissé et on va le chercher. Voilà tout ce qu'on savait. Mais on se rendait bien compte que cette église était drôle quand même. Un diable à l'entrée, ce lieu est terrible, il y avait marqué, mais c'était bizarre tout ça. Donc, quand le livre de Gérard de Sète sort, là on a reçu un coup de poing dans la gueule. Mais attendez, on nous parle de mérovingiens, on nous parle qu'il y a un grand secret, on nous parle qu'il y a des veilleurs qui guettent, qu'il y a des gens qui se font tirer dessus, on apprend des tas de choses, quoi. Avant le livre de Gérard de Sète, on cherche avec des détecteurs de métaux, donc l'église fait partie du décor, mais c'est pas quelque chose à quoi on s'intéresse. Et à partir du livre de Gérard de Sète, par contre, l'église est conçue, elle est perçue comme la carte au trésor. Donc c'est dans l'église que va commencer la quête. On va plus creuser de façon aléatoire, on va essayer de trouver des symboles dans l'église qui nous orientent vers un certain lieu. Et là, la quête se transforme déjà en quelque chose d'un peu plus intellectuel, on va dire. L'église présente de nombreux aspects décoratifs peu communs. Un diable accueille le visiteur. On le surnomme Asmodée, démon de la Bible et gardien de trésors. Plus loin, un immense bas-relief et un sac enfoui au pied du Christ. Là, un berger. Serait-ce le berger Ignace Paris qui aurait trouvé un trésor, par hasard, dans la région, selon une ancienne légende? Ici, le prêtre s'est figuré dans la campagne, semblant chercher quelque chose. Non loin de lui, un mystérieux chapiteau dissimulé sous la végétation. L'abbé s'est-il lui-même représenté, cherchant un lieu antique dans les environs de son village. Mais ce n'est pas tout. Très tôt, plusieurs chercheurs ont attiré l'attention sur un fait troublant. Alors que Marie-Madeleine est la patronne de l'église, c'est la statue de saint Antoine de Padoue que l'abbé Saunière met en exergue, la faisant porter par 4 anges, alors que Marie-Madeleine est disposée sur le côté de la nef, parmi les autres statues. Est-ce parce que saint Antoine de Padoue est invoqué pour retrouver les objets perdus? L'abbé Saunière le remercia-t-il d'une découverte qu'il aurait faite? Les anges qui soutiennent le saint sont tous identiques, sauf un, celui qui est totalement caché au regard des visiteurs. Ce dernier regarde dans une direction différente, et lui seul a son genou découvert. Selon les hermétistes, ce serait le signe de l'initié, autrement dit, celui qui sait. En l'occurrence, cet ange regarde en direction du cimetière. Rien n'est simple dans cette affaire, car même les parchemins prétendument découverts par l'abbé seraient codés. Laure de Rennes propose une reproduction de ces derniers et un décodage. Et là, nous, on dit on va essayer d'aller plus loin, on va aller dans les bibliothèques, dans les archives, on va regarder tout ça. De Sète nous tend la perche sur certaines pistes. Et nous, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on mord à l'hameçon, il n'y a pas de problème. Et pendant longtemps, on a mordu à l'hameçon. Avec Laure de Rennes, l'affaire de Rennes-le-Château est devenue une immense carte codée, auréolée de meurtres non élucidés, comme celui de l'abbé Gélis, un confrère de l'abbé Saunière retrouvé assassiné en son presbytère
au milieu d'une mare de sang en 1897, dans le village voisin de Custosa. L'or de Rennes devient ainsi la première œuvre fondatrice du mythe. De nombreux chercheurs ont un déclic en lisant le livre. Ils veulent participer à la résolution du mystère. Avec la présentation de documents cryptés, la recherche sur Rennes passe à une vitesse supérieure, avec un plus grand intérêt pour l'histoire de France et les archives. De nouvelles pistes sont explorées. Bientôt, la communauté se demande si le trésor ne serait pas un secret. Un secret historique, un secret d'église. Les chercheurs rangent leurs pioches et leur enquête prend la tournure d'un immense casse-tête, aux ramifications complexes. Le cimetière jouxte la drôle d'église. C'est ici que Saunière a effectué de mystérieuses fouilles de nuit. À son époque, on y voyait encore une singulière pierre tombale, celle de la marquise d'Aupoul, châtelaine de Rennes. Porteuse d'un secret, elle se serait, avant de mourir, confessée à l'abbé Bigou, prêtre de Rennes-le-Château à l'époque. Pour que le secret lui survive, le prêtre aurait ensuite codé sa pierre tombale. Celle-ci comporte en effet d'inexplicables anomalies. Des fautes, des lettres manquantes, une curieuse disposition des mots, bref, une énigme à résoudre. Aujourd'hui, cette stèle n'existe plus. La rumeur raconte que l'abbé Saunière l'a détruite après en avoir compris le sens. Fort heureusement, une société savante audoise, la CESA, en avait fait un relevé avant sa destruction. Grâce à ce relevé, le jeu de piste peut aujourd'hui se poursuivre. Selon Gérard de Sède, l'abbé Saunière eut un autre élément à sa disposition. Des parchemins découverts dans l'église. Eux aussi sont codés. Sur le premier, quelques lettres sont légèrement décalées. Elles forment un nouveau texte. À Dagobert II, roi, et à Sion est ce trésor. Et il est là, mort. Le codage du deuxième parchemin est beaucoup plus complexe. Mais une fois correctement interprété, il délivre le message « Bergère, pas de tentation, que Poussin, Ténier, garde la clé Pax 681 par la croix et ce cheval de Dieu. J'achève ce démon de gardien à midi, pomme bleue. » L'auteur du message a utilisé le système de décodage nommé le chiffre de Wigner, datant du XIVe siècle. Ce dernier repose sur un système de clés. Un mot nécessaire pour décoder en suivant une grille de lettres la phrase cachée. En l'occurrence, le mot-clé est mort-épée, caché sur la stèle de la marquise d'Aupoul. L'auteur de la stèle serait donc l'auteur des parchemins. Depuis sa publication, le message décrypté par Gérard de Sède n'a cessé de fasciner. Que signifie-t-il? Quel secret garde-t-il? Pourquoi les peintres Ténier et Poussin sont-ils évoqués? Ce n'est que progressivement que les pièces du puzzle vont être retrouvées. Dès 1972, un chercheur de la première heure, Jean Pellet, informe Gérard de Sède de la présence d'un tombeau énigmatique sur le lieu-dit des Pontils. Ensemble, ils vont signer un article la même année dans le Grand Albert. La question se pose dès lors du lien entre ce tombeau et celui qui apparaît dans la peinture de Nicolas Poussin, Les Bergers d'Arcadie. Et l'on peut constater une ressemblance frappante entre ces deux tombeaux. Alors c'est un tableau multisens ou multirévélation pour les chercheurs. Il y a d'abord l'histoire mythologique puisqu'on doit ajouter au tableau la fameuse phrase « Et in Arcadia ego ». Et pour qu'on puisse la comprendre, il faut ajouter « sum », c'est-à-dire « moi aussi je suis en Arcadie dans le royaume des morts ». Les chercheurs dans ce tableau voient par exemple une correspondance entre le paysage du tableau et celui visible sur le lieu des Pontils. Parfois ils inversent le paysage, ils essayent un peu de jouer avec la réalité. D'autres essayent de tracer des lignes et d'appliquer par exemple ce qui est en haut comme en bas, c'est-à-dire des constellations et notamment la constellation du Berger, et d'en trouver du sens au niveau du Razès. En modèle réduit,
le décryptage du tableau Les Bergers d'Arcadie est une auberge espagnole avec beaucoup de sens différents, comme l'est l'énigme de Rennes-le-Château. Et c'est d'autant plus étonnant que ce soit introduit également par Gérard de Sète. Selon les chercheurs de trésors, le tombeau d'Arc serait peut-être un jalon vers la grotte au trésor, un point de repère à lire en corrélation avec le tableau de Poussin. On a ici tous les éléments mythologiques sur lesquels des dizaines de chercheurs vont s'appuyer pour tenter de décoder le mystère. Que signifient les pommes bleues, le cheval de Dieu et toutes ces autres formules qui semblent contenir un indicible secret? On ne pourrait comprendre tout cela qu'en mettant en relation l'église de Rennes avec l'église de Saint-Sulpice à Paris, par ailleurs évoquée par un mystérieux document relatif à l'affaire de Rennes. Serpent rouge. Un écrit énigmatique déposé à la BNF dans les années 60 par ses 3 signataires, avant que ceux-ci ne soient retrouvés suicidés tous par pendaison le 6 et 7 mars 1967. À l'entrée de l'église, dans la chapelle des Anges, des peintures célèbres de Delacroix renverraient à l'énigme de Rennes-le-Château. Ici, le combat de Jacob avec l'ange. Et là, Héliodore, chassé du temple. Le secret de Rennes serait à ce point important qu'il se retrouverait codé dans des œuvres de grands artistes. Mais pourquoi le petit village de Rennes-le-Château est-il aussi connu à l'étranger? Probablement grâce à Henry Lincoln, qui en 1968 découvre le livre de Gérard de Sède. Il persuade alors un producteur de la BBC du potentiel télévisé de l'énigme. Après 3 ans d'enquête, il diffuse Le Trésor perdu de Jérusalem en 1972 dans la série historique Chronicle. Il va alors collaborer avec Bagent et Lee, l'un journaliste, l'autre historien. Les spectateurs anglais sont au rendez-vous. Dans le 3e volet, L'ombre des Templiers, le secret apparaît être sous la protection d'une mystérieuse et séculaire société secrète. Le prieuré de Sion. Et en 82, l'énigme sacrée paraît en Angleterre sous le titre Holy Blood, Holy Grail, qui est publié la même année en France, qui va devenir un best-seller international très rapidement, propose une nouvelle approche de l'affaire saunière. Cette fois-ci, il n'est plus question ni d'un trésor monétaire, ni d'un trésor sacré, mais d'un secret. Béranger Saunière aurait découvert des documents. Et ces documents auraient remis et remettraient encore en question l'histoire officielle de l'Église. Qu'est-ce qu'aurait trouvé Béranger Saunière? Pour faire simple, c'est en quelque sorte la preuve que Jésus avait eu une femme, et la candidate proposée par l'ouvrage tente à être Marie-Madeleine, et que non seulement Jésus aurait été marié, mais que lui et Marie-Madeleine auraient eu une descendance, que cette descendance aurait survécu, qu'elle aurait été protégée à travers les siècles par une société secrète, et que cette descendance aussi, et surtout, pourrait-on dire, aurait donné naissance à la dynastie des Mérovingiens. Alors ce qui est intéressant avec l'énigme sacrée, c'est que on va être convaincu, non seulement en France, mais ailleurs dans le monde, que dans ce petit village jurasès se cache un secret qui remet en question toute l'histoire, finalement. Puisque c'est lié non seulement à l'histoire de l'Église, mais aussi à l'histoire de France. Et le sujet est fascinant, il va fasciner, et il va se répandre, d'abord dans les milieux, on va dire, ésotériques, entre guillemets, c'est-à-dire les auteurs qui s'intéressent au mystère, qui vont donc écrire d'autres ouvrages dans la même ligne, et puis ça va donner naissance surtout à un roman, Da Vinci Code, et ce roman va finir de diffuser cette idée à travers la planète. Et ce qui est fascinant, c'est que là, le mythe a une vie autonome. C'est-à-dire que le mythe né à Rennes-le-Château a sa vie propre, puisque dans Da Vinci Code, même s'il y a énormément de clins d'œil à Rennes-le-Château, les faits ne se passent pas ici, et il n'est pas question de l'abbé Saunière, même si un clin d'œil est fait à l'abbé à travers le nom du conservateur du Louvre. Un best-seller qui se vendra à 86 millions d'exemplaires. Toutes ces publications provoquent systématiquement un pic de visite touristique d'anglophones à Rennes-le-Château.
En France, ce sera la série télévisée L'Or du Diable qui amènera toujours plus de touristes dans l'Aude. En parallèle, de nombreux livres sur l'affaire émergent décennie après décennie. Et les chercheurs de mystère, les curieux, sont toujours plus nombreux. De cas similaires, il n'y en a pas d'autres en France. On a le trésor de Gisors, par exemple, pour rester sur le sol français. Le trésor de Gisors n'a pas eu cette résonance internationale. Et quand on va à Gisors aujourd'hui, on ne trouve pas un public accroché au lieu comme on en trouve ici à Rennes-le-Château. Et aujourd'hui, il y a encore énormément de personnes qui viennent et qui reviennent sur les lieux, qui cherchent quelque chose. Et pour reprendre Gisors, si on va à Gisors, il n'y a pas ce public-là. Il n'y a pas des gens qui cherchent aujourd'hui encore à atteindre la fameuse crypte du trésor des Templiers.